19h45, la Barry Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 10 décembre 2025. Ce jour 10 décembre également, le centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey a servi de cadre pour l'ouverture des travaux de la réunion des ministres en charge de l'énergie, des mines et du pétrole de l'espace AES. C'était sous la présidence du Premier ministre, ministre des Finances, également en présence de plusieurs invités, nous rapporte Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Placé sous le parrainage du Premier ministre, le ministre de l'économie et des Finances, la réunion dite des ministres en charge de l'énergie, des mines et du pétrole de l'espace AES, élargie au Tchad et au Togo, s'est ainsi ouverte ce 10 décembre 2025 au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey. Précédée par celle des experts tenus du 8 au 9 décembre à Niamey, cette rencontre technique aura entériné les décisions qui en seront issues. Ainsi, après le mot de bienvenue du premier responsable de la région haute, le ministre malien de l'énergie et de l'eau, au nom de ses homologues et à son nom propre, retraçant l'intérêt de cette rencontre, n'a pas manqué de saluer les fermes volontés politiques. Face aux défis géopolitiques et géoéconomiques autour des ressources énergétiques minières et pétrolières, la sécurité énergétique et l'exploitation des ressources minières et pétrolières deviennent des enjeux essentiels dans la politique des États comme ceux de la Confédération ayant décidé de prendre en main leur destin. Le contexte mondial est marqué par une évolution de l'industrie minière et pétrolière, une dynamique de transition énergétique s'appuyant sur les énergies renouvelables et une volonté forte des États de l'espace AES de se mettre en phase avec cette évolution par des réformes importantes. Nous savons tous que notre région regorge de ressources considérables, un potentiel solaire parmi les plus importants au monde, des ressources minières stratégiques, un capital humain jeune et dynamique, ainsi qu'une volonté politique affirmée de transformer ces atouts en leviers concrets de développement. La feuille de route de l'an 1 de la présidence malienne de la Confédération a retenu des actions en lien avec l'harmonisation des politiques sectorielles, telles que la souveraineté énergétique, la mutualisation des moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs dans les secteurs stratégiques et l'amélioration de l'attractivité des investissements directs. Cette rencontre aujourd'hui n'est pas simplement une réunion technique. Elle marque une étape décisive dans notre volonté collective de bâtir un espace sahélien plus souverain, plus stable et économiquement plus résilient. À travers cette assise, il s'agira également de se pencher sur les possibilités de faire face aux défis et de créer les conditions d'atteindre les objectifs de développement fixés, précisa le ministère malien. Cette rencontre, c'est aussi une occasion d'information, de réflexion, d'échange et d'engagement entre tous les acteurs des domaines de l'énergie, des mines et du pétrole pour l'atteinte des objectifs de développement durable fixés par les plus hautes autorités de l'espace AES. Il s'agit également de relever le défi de la mobilisation du financement des différents projets en y intégrant la dimension sécuritaire. À cet effet, nous devrons spécifiquement dans le domaine de l'énergie créer un environnement favorable à la baisse des coûts de production d'énergie électrique et en accélérant la mise en valeur des potentiels énergétiques dont l'espace AES est particulièrement bien doté, à savoir le soleil, l'uranium, le pétrole, le charbon, lithium, j'en passe. Dans son discours officiel de lancement, le Premier ministre, le ministre de l'économie et des Finances, précisant l'importance de cette réunion, a salué l'idée de l'étendre aux deux autres pays qui sont le Tchad et le Togo. Notre réunion d'aujourd'hui est d'une grande importance pour deux raisons essentielles qui font qu'elle sera définitivement suivie par les chefs d'État de la Confédération de l'AES, mais également par les chefs d'État du Togo et du Tchad. La première donc est que votre rencontre s'inscrit dans le cadre de la feuille de route issue de la réunion des ministres en charge du pilier de développement. Comme on le sait, les trois piliers essentiels de notre confédération, défense et sécurité, diplomatie et développement, ce qui nous réunit aujourd'hui. Ce faisant, vous consolidez la mise en place de notre architecture institutionnelle confédérale. La deuxième raison est liée à la participation de deux pays frères et amis, le Togo et le Tchad, à ces différentes réflexions stratégiques dans les secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie.
Cela nous rappelle à suffisance que l'Alliance des États du Sahel n'est pas une organisation fermée, comme d'ailleurs le stipule ces textes fondateurs. Le président de la République, le général d'armée Abdrahmane Tchiani, me charge de vous transmettre ses encouragements et sa conviction quant à votre détermination à doter notre confédération d'instruments qui consacrent sans embâche notre souveraineté sur nos ressources du sol et du sous-sol. Au niveau de l'AES, les peuples ont compris que tout le déferlement de la violence aveugle et meurtrière contre les civils et les forces de défense et de sécurité n'a d'explication que les nombreuses ressources minières, pétrolières et énergétiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala a doté nos pays dans son infinie bonté. Disposer des temps d'atouts n'est pas un jouir, cela n'est pas acceptable, ajouta Ali Mohamed Lamine Zen. Depuis des décennies, nos pays connaissent un paradoxe économique que seule une volonté politique et une vision stratégique commune permettront de résoudre. En effet, nous sommes assis sur des richesses inestimables. Monsieur le ministre, vous avez parlé du pétrole, du gaz, l'uranium, l'or, le fer, le cuivre, le phosphate, le lithium, le manganèse, etc. Mais nos populations sont parmi les plus pauvres. C'est inacceptable. Nous avons du soleil à revendre, de l'uranium et du charbon en quantité. Mais nos villes et nos villages sont les moins éclairés du monde. Ce n'est pas acceptable. Développement des infrastructures énergétiques, la promotion des énergies renouvelables, l'accès universel à l'électricité, la création de chaînes de valeur, la consolidation des partenariats avec les secteurs privés, telles sont entre autres questions qui en seront également abordées au cours de cette rencontre technique de Niamey. L'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI organise depuis ce lundi un concours de recrutement des talents numériques. Un modèle inédit de transparence et de méritocratie. 1581 candidats, c'est le nombre de candidatures mobilisées par cette agence. Le reportage de Asma Oussedou et Sadoudou. Instaurer une méritocratie irréprochable fondée sur la preuve de compétences où seule l'excellence technique détermine l'accès aux responsabilités publiques, c'est l'objectif visé à travers l'organisation de ce concours organisé par l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI. Face à l'engouement suscité par cette campagne qui a mobilisé 1581 candidatures, l'ANSSI a fait le choix d'une rupture avec les méthodes traditionnelles de concours sur papier. Face à la multiplication de nos projets et à l'accroissement significatif des sollicitations, l'ANSSI connaît une expansion dans ses activités. C'est dans ce cadre, afin de répondre aux sollicitations et maintenir l'excellence dans nos prestations, nous avons envisagé et nous avons lancé cette vaste campagne de recrutement afin de recruter des candidates et candidats qui pourront capables d'accompagner notre pays dans l'évolution numérique. Pour ce concours, nous misons sur le mérite, l'excellence, la performance, la transparence, l'objectivité et surtout l'équité. Notre objectif, c'est de recruter les meilleurs talents capables de nous accompagner dans nos projets. Ces candidats répartis dans 4 salles vont concourir sur plusieurs postes. Les candidats, on a collecté via notre plateforme mise en place pour la collecte des dossiers 1581 candidats. Ils sont répartis dans 5 pôles. On a le pôle ingénierie et développement, et le pôle infrastructure et sécurité, pôle RH logistique, gestion de transformation. À noter que ce concours de recrutement débutait le lundi 8 décembre 2025 et qui est censé prendre fin le vendredi 12 décembre se poursuivra jusqu'au samedi 13 décembre 2025 compte tenu de quelques incidents enregistrés afin de permettre à ces candidats de rattraper ces heures perdues.
Les secrétaires généraux des syndicats affiliés de la Confédération nigérienne du travail se sont réunis d'urgence cet après-midi au siège de la dite centrale syndicale à l'effet de se pencher sur la vie de leur organisation. Une déclaration a sanctionné cette rencontre. Elle vous est lue par Maimouna Diado, secrétaire générale adjointe du Ben Sinatic. Nous, secrétaires généraux des syndicats affiliés à la CNT, rappelons que la CNT est une organisation syndicale souveraine et démocratique, regroupant plusieurs syndicats et est régie par des statuts et règlements intérieurs. 2. Rappelons également que la CNT n'est ni une société, encore moins une entreprise dans laquelle on peut nommer des dirigeants même contre la volonté des employés. 3. Rappelons les dispositions de l'article 3 de la 7 de l'Organisation internationale du travail OIT, ratifiée par le Niger, qui stipule que les organisations des travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action. Petit b. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à entraver l'exercice légal. 4. Condamnons sans réserve la volonté manifeste de certaines forces obscures à vouloir imposer des dirigeants à la CNT contre la volonté des syndicats affiliés en violation flagrante des conventions internationales et des statuts de l'organisation. 5. Apportons notre soutien indéfectible au secrétaire général élu, le camarade Mounkel Halidou, et au bureau exécutif national issu du 6e congrès. 6. Soutenons et réaffirmons avec force l'exclusion du SUMAC et du Centragex des effectifs de la CNT. Pour indiscipline syndicale caractérisée, absence prolongée aux activités de la CNT, et ce depuis le 2 octobre 2022, date à laquelle le SUMAC a écrit formellement pour suspendre sa participation aux activités et à toutes les instances de la CNT. Pour le non-paiement des cotisations syndicales pour les exercices 2022, 2023, 2024 et 2025. Atteinte grave aux idéaux de la centrale. Mettons en garde les responsables du SUMAC et du Centragex contre toute utilisation du sigle, du logo et de tout autre attribut de la CNT sous peine de poursuite. 8. Rappelons que depuis son licenciement d'Air France en 2022, Dame Aïcha Doumbia est l'unique employée d'une agence de voyage Hajj et Umrah dénommée Aigle Travels, qui ne relève ni du secteur de la météorologie, ni de l'aviation civile, mais plutôt du secteur du commerce. Et à cet effet, et conformément aux dispositions du Code du travail, Dame Doumbia perd sa qualité de militante du SUMAC. 9. Demandons au syndicat de la météorologie et de l'aviation civile de porter plainte contre Aïcha Doumbia pour faux et usage de faux, car depuis 2022, elle ne travaille dans aucune structure relevant de la météorologie ou de l'aviation civile. 10. Demandons également au SINASEP de porter plainte contre Aïcha Doumbia pour harcèlement et diffamation contre un de ses militants et le syndicat. 11. Enfin, nous demandons aux militantes et militants de l'ensemble des syndicats affiliés à rester sereins et mobilisés et prenons l'opinion nationale et internationale à témoin contre toute éventualité. Vive la CNT unie et forte, vive l'unité syndicale, la lutte continue. Le centre de conférence internationale Mahatma Gandhi a servi de cadre cet après-midi au lancement officiel du premier congrès de la Société
nigérien de néphrologie, une rencontre scientifique dédiée à la prise en charge de la maladie rénale chronique en Afrique subsaharienne en présence des acteurs nationaux et internationaux du secteur. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture de ce congrès, c'est avec Nafissatou Sakina Sadou et Abdelnasser Seydou. La cérémonie d'ouverture du premier congrès de la Société nigérienne de néphrologie a débuté par l'allocution de la présidente de l'Association nigérienne de néphrologie, qui a rappelé la pertinence du thème choisi et souligne son importance pour le système de santé nigérien. Placé sous le thème problématique de la prise en charge de la maladie rénale chronique en Afrique subsaharienne. Ce thème est d'une actualité brûlante et d'une pertinence indiscutable. La maladie rénale chronique est une pathologie silencieuse, sournoise mais redoutable. Elle frappe durement nos populations. Selon la Société internationale de néphrologie, plus de 850 millions de personnes seraient touchées dans le monde. 2 fois plus que le diabète, 20 fois plus que le cancer et le VIH. Et engendre environ 1,2 million de décès par an. Ces statistiques ne sont pas seulement des chiffres, elles représentent des vies, des familles et des destins bouleversés. Permettez-moi de rappeler avec fierté que le Niger fait partie des pays africains à avoir instauré la gratuité de la dialyse. Le président de l'AFRA, African Association of Nephrology, a mis en avant l'importance de cette rencontre pour le partage d'expertise et salué l'engagement du comité d'organisation. Cette rencontre s'inscrit pleinement dans la vision continentale portée par la Société africaine de néphrologie. Renforcer les capacités nationales, promouvoir l'excellence scientifique, encourager les synergies régionales et soutenir l'émergence de solutions adaptées à nos réalités africaines. Les thématiques retenues cette année, maladie rénale chronique, dialyse, insuffisance rénale aiguë, transplantation, innovation thérapeutique et pratiques paramédicales, reflètent les priorités stratégiques qui mobilisent notre communauté. Réaffirmant la volonté du gouvernement d'améliorer la prévention et la prise en charge des maladies rénales au Niger, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le médecin-colonel-major Garba Hakimi, a procédé au lancement officiel du congrès. Au Niger, on assiste à une augmentation du nombre de patients souffrant de ces pathologies rénales. À titre d'exemple, le nombre de séances d'hémodialyse est passé de 21 312 séances en 2021 à 33 408 séances en 2024, soit une hausse de plus de 50% en l'espace de 3 ans. Devant cette situation profondément préoccupante, l'État du Niger a pris des mesures fortes à travers notamment la suppression des forfaits d'hémodialyse, la décentralisation de la dialyse avec, en plus des centres de Niamey et Zender, la création de plusieurs nouvelles unités d'hémodialyse, dont celle d'Agadez et de Difa. L'élaboration d'un projet national pour la transplantation rénale. La formation des ressources humaines de qualité par l'ouverture des filières du diplôme d'études supérieures en néphrologie et master en néphrologie à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Je voudrais vous assurer de la volonté des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République, chef de l'État, et de M. Ali Mohamed Lamine Zaine, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, à améliorer la santé et le bien-être des populations. La cérémonie s'est achevée par une visite de stand permettant aux participants de découvrir différents outils et dispositifs techniques liés à la néphrologie.
À noter que ce premier congrès marque ainsi une étape importante pour la communauté médicale nigérienne et ouvre la voie à de nouvelles perspectives dans la lutte contre les maladies rénales au Niger et en Afrique. Santé toujours, mais cette fois-ci pour parler de l'angine, une pathologie caractérisée par un mal de gorge, une difficulté à avaler la salive et souvent de la fièvre pouvant toucher les enfants et les adultes. Pour connaître un peu plus sur cette maladie, suivant ce reportage de Asma Oussedou et Chebou Gisso. Une inflammation aiguë des amygdales et ou tissu lymphoïde situé au fond de la gorge d'origine infectieuse, le plus souvent virale, mais parfois bactérienne, caractérisée par un mal de gorge, une difficulté à avaler et souvent de la fièvre pouvant toucher enfants et adultes. L'angine, quelles sont les causes et les conséquences de cette maladie? Plus connue sous le pseudonyme de maux de gorge. Donc, les amygdales palatines sont des formations des organes, deux organes pairs et symétriques, donc qui sont au fond de la cavité buccale, et leur inflammation est appelée angine. Et cette inflammation est le plus souvent d'origine infectieuse. Donc c'est ce qu'on a vu à travers l'image. Le plus en cause, c'est les virus. Il y en a plusieurs, par exemple le rhinovirus, les adénovirus, le virus influenzé, le virus respiratoire syncytial. Donc les atteintes virales représentent 80% des angines, des causes des angines, suivies des atteintes bactériennes. Donc les atteintes bactériennes constituent la deuxième cause, qui représente 15 à 20%. Puis en dernière position, nous avons les champignons, donc dans les candidats. Il y a des facteurs qui peuvent favoriser l'angine, tels que l'air sec, la fumée du tabac, l'alcool, le froid. Ce sont des facteurs qui, une fois exposés, provoquent des irritations. Et ces irritations sont à cause de l'inflammation qui vont provoquer l'angine. Nous avons également un autre facteur impliqué dans le déclenchement des angines, c'est le reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire la remontée du contenu liquide gastrique qui est acide, qui peut remonter pour donner des brûlures au niveau de la gorge, donc provoquer une inflammation au niveau des amygdales. Un dernier facteur favorisant, c'est surtout la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Les conséquences, plutôt nous parlons en termes de complications que peuvent donner une angine qui est non ou mal traitée. Donc l'angine non ou mal traitée donne des complications. Déjà, localement au niveau des amygdales, ça peut donner des abcès, qu'on appelle le phlegmone péri-amygdalien. Ou l'abcès peut également diffuser au niveau du cou, donner ce qu'on appelle des cellulites. C'est des complications graves, parce que c'est des suppurations au niveau péri-amygdalien, au niveau du cou, qui peuvent emporter le patient. L'angine peut évoluer, donner des atteintes au niveau respiratoire, telles que les laryngites. Donc la personne va se lever avec une douleur au niveau de la gorge, avec modification de la voix. Ça peut donner aussi des bronchites ou des pneumonies. Il y a des formes d'angine aussi qui peuvent donner d'autres complications très graves, telles que les atteintes cardiaques, donc avec ce qu'on appelle insuffisance mitrale, rétrécissement mitral, voire l'insuffisance cardiaque. Et l'angine peut également évoluer pour donner une insuffisance rénale et des rhumatismes articulaires au niveau des articulations. Quelles sont ces différentes formes? Lorsque la personne souffre d'angine, habituellement c'est des patients qui nous recevons qui présentent un tableau de douleur au niveau de la gorge, avec des difficultés d'avaler. Il y a 5 formes cliniques d'angine
quand on regarde les amygdales à l'examen oropharyngoscopique. Donc il y a l'angine rouge, où totalement tout est rouge, érythémateuse. Il y a l'angine blanche, où les amygdales sont recouvertes d'un enduit blanchâtre. Il y a des angines pseudomembraneuses, où les amygdales sont recouvertes de fausses membranes. Il y a les angines ulcéreuses nécrotiques, où il y a une perte de substance au niveau des amygdales, avec des nécroses. Et il y a des angines vésiculeuses. L'angine, une maladie contagieuse, mais évitable. L'angine, c'est une pathologie contagieuse. Et il y a deux voies de contamination. La contamination par contact direct avec une personne qui est atteinte, à travers les gouttelettes qu'il émet, c'est-à-dire les sécrétions ou les liquides qui sortent, soit de son nez, soit par éternuement, ou bien par la toux, ou bien c'est par les baisers qu'on donne. Donc la personne peut attraper, être contaminée. Ou bien en partageant certains matériels comme les ustensiles. Si la personne qui touche ça, ça peut... La deuxième voie, c'est aussi par contact avec certaines surfaces qui sont contaminées. Parce que les germes vont persister sur certaines surfaces lorsque vous entrez en contact, soit par la bouche, soit par la main, soit par les yeux. Ça peut se propager et donner l'angine. Pour prévenir cette maladie, Dr Ile Salha prodigue ces quelques conseils. En matière d'angine, c'est d'abord devant toute symptomatologie au niveau de la gorge, que ce soit de la douleur, des difficultés à avaler, il faut consulter un professionnel de santé. Donc, mieux voir un ORL, si vous avez la possibilité d'avoir un spécialiste ORL ou bien un médecin généraliste qui va au moins poser le diagnostic et vous mettre un traitement. Deuxième conseil, c'est de limiter les contacts avec les personnes qui sont infectées. Troisièmement, c'est éviter les facteurs favorisants qu'on a vus. Donc, parmi les facteurs favorisants, il faut arrêter l'alcool, il faut arrêter le tabac, il faut avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Voilà. La consommation des boissons frais, acides, gingembre, citron, la fumée, l'alcool, le froid, l'air sec ou encore la tisane, la mauvaise hygiène bucco-dentaire, tous contribuent au développement ou à l'aggravation de l'angine. Voilà, place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique juridique dont le numéro d'aujourd'hui traite du droit d'accès à la justice, un thème abordé par Alfred Gobagé, juriste, président de Raza Presse. Très bonne réception. La justice est un service public qui est ouvert à tous les citoyens, sans exception, et même aux citoyens étrangers vivant au Niger. Et cela résulte non seulement des textes fondamentaux de l'État, mais également des différentes lois dont l'État du Niger s'est doté. Donc, la question de l'accès à la justice est un droit fondamental. Sans accès à la justice, il n'y aurait pas, si vous voulez, de vie en société. En fait, l'État est basé sur le fonctionnement ou le bon fonctionnement de la justice. Et pour garantir ce bon fonctionnement de la justice, créer les conditions d'égalité de tous les citoyens devant la loi, parce qu'il revient à la justice de dire le droit. En cas de litige, nul n'est censé se faire justice soi-même. C'est pourquoi la justice a été instituée
afin que les parties litigantes, les parties qui estiment qu'elles ont une cause à faire entendre, qu'elles puissent porter cette affaire devant les autorités compétentes qui sont appelées à trancher le litige. Donc, l'accès à la justice est une question fondamentale. Et c'est pour cette raison qu'au Niger, nous avons la loi 2015-23 du 23 avril 2015 portant Code de procédure civile qui organise comment est-ce que les citoyens peuvent saisir la justice lorsqu'ils ont effectivement une cause sur laquelle ils estiment que la justice doit se prononcer. Et l'accès à la justice est libre. En aucune manière, on ne peut imposer à quelqu'un, lorsqu'il estime qu'il ne veut pas saisir la justice, de porter une affaire devant la justice. Donc, il reviendra à la partie qui décide librement de se faire entendre par la justice, de saisir la justice. Et c'est en ce sens que l'accès à la justice est encadré par la loi 2015-23 portant Code de procédure civile. Nous allons ici voir les articles 2, 3 de cette loi qui porte Code de procédure civile. Le titre premier ou le chapitre premier, j'allais dire, traite des droits fondamentaux. Et à la section première de cette loi, il est traité du droit d'accès à la justice. Et en ce sens, l'article 2 du Code de procédure civile dispose que toute personne a le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par la Constitution, les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur. Donc vous voyez en fait que l'accès à la justice a une source, a une base, notamment la Constitution, les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur. Donc ce sont ces textes qui constituent la base. Et vous savez que nous sommes, depuis l'avènement des autorités du CNSP, la Constitution a été suspendue et nous avons désormais une ordonnance qui a été prise et qui encadre la vie de la nation pendant cette période de transition. Donc, c'est cette ordonnance-là qui fait office de Constitution, qui nous permet, ou bien qui garantit un certain nombre de droits aux citoyens. Nous avons également les conventions internationales. Nous avons les lois telles que la loi 2015-23, du 23 avril 2015 portant Code de procédure civile, et ainsi que tous les autres textes sur lesquels les citoyens peuvent se fonder pour agir en justice. Donc, au terme de cet article 2, le droit d'accès à la justice est ouvert à tous les citoyens sans exception. Lorsque vous estimez qu'il y a un acte qui préjudicie à votre droit, eh bien, la loi vous donne la possibilité de porter cette affaire devant la justice. Vous savez, très souvent, ce n'est pas le fait d'avoir tort qui empêche de saisir la justice. Il y a des gens qui peuvent saisir la justice malgré qu'elles ont tort. Il reviendra à la justice de déclarer leur affaire soit irrecevable ou bien de dire à travers un jugement en droit qu'elles ont tort dans l'affaire. Bien sûr, vous allez voir deux parties protagonistes, deux parties litigantes. Chacune estime qu'elle a raison. Mais c'est au nom du droit d'accès à la justice qu'elles peuvent saisir la juridiction compétente et qui pourra éventuellement trancher les litiges entre les deux parties. Mais ici, le caractère que je vais ressortir, c'est ce caractère libre de la saisine de la juridiction. Chaque citoyen est libre de porter une cause devant la justice lorsque ce citoyen estime que ses droits fondamentaux sont bafoués. Mais il ne revient pas à lui de se faire justice, mais il reviendra à la juridiction compétente de dire le droit, de trancher le litige entre lui et la personne en question. Maintenant, l'article 3 de cette disposition, toujours par rapport au droit d'accès à la justice, dispose que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction indépendante. Notez bien ce caractère. Par une juridiction indépendante, impartiale et dans un délai raisonnable. Ça, c'est un autre aspect du droit d'accès à la justice. Lorsque vous estimez que votre droit est bafoué, lorsque vous estimez que vous avez une cause sur laquelle vous voulez qu'un juge se prononce, eh bien l'article 3 vous donne la possibilité de saisir cette juridiction compétente. Et maintenant, cette juridiction est ou doit être une juridiction indépendante. Nous parlons ici du principe de l'indépendance de la justice.
elle doit être une juridiction impartiale et elle doit rendre une décision dans un délai raisonnable. Nous sommes en train de parler de la loi 2015-25 qui porte code de procédure civile. Cela veut dire tout simplement que pour chaque action en justice, il y a un certain nombre de délais parce que l'action du juge est également l'action du juge et des parties. Parce que dans un procès, vous avez des parties protagonistes au milieu desquelles se trouve le juge. Donc, et l'action du juge et l'action des parties sont encadrées dans des délais qui sont prévus par la loi. Donc, les parties n'agissent pas d'elles-mêmes selon ce qu'elles veulent, ni le juge selon ce qu'il veut, mais toutes les deux sont encadrées dans un certain nombre de délais qu'elles doivent observer. C'est pourquoi l'article 3 dispose que le juge rend sa décision ou bien la juridiction entend votre cause dans un délai raisonnable. Maintenant, le juge est obligé d'appliquer la loi au terme de l'article 3. Le juge est obligé d'appliquer la loi. Il ne peut tirer prétexte du silence ou de l'obscurité de la loi pour refuser de statuer sous peine de déni de justice. Concrètement, en fait, cela ressort le caractère du droit d'accès à la justice. Cela veut dire que quand vous portez votre cause devant un juge, le juge ne peut pas refuser de statuer sur votre cause. Le juge ne peut pas dire non, votre dossier, je ne peux pas le traiter. C'est-à-dire la loi fait obligation au juge d'entendre votre cause et de se prononcer, même s'il doit rejeter votre recours. Mais au moins, le juge doit se prononcer sur cette question. Et s'il se prononce sur votre cause, il doit motiver sa décision. Quelles sont les raisons pour lesquelles il a rejeté votre requête ou il a rejeté votre recours? Ça, c'est le droit d'accès à la justice qui l'oblige dans ce sens. Et la loi dit que si il ne se prononce pas, eh bien, là, il fait ce qu'on appelle un déni de justice. Or, tous les citoyens, sans exception, ont un égal accès à la justice et ont droit à ce que leur cause soit entendue et qu'une décision soit donnée dans l'affaire qu'ils ont portée à la justice. Maintenant, il n'est pas dit toujours que celui qui saisit la justice, c'est celui qui a raison. Il n'est pas dit que c'est quand vous saisissez la justice que le juge rend une décision en votre faveur. Vous pouvez être celui qui est l'auteur de l'action en justice, mais que vous êtes débouté ou que le juge rend une décision en votre faveur sur la base de son appréciation du dossier, sur la base du droit qu'il aura à dire dans le cadre d'espèces. Donc voilà schématiquement ce que je peux vous dire sur le droit d'accès à la justice.